Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Vous l'aurez remarqué, il y a une semaine, le 25 octobre dernier précisément, les Ivoiriens ont voté et les résultats définitifs viennent de tomber. Le président Alassane Ouattara est réélu à 89,77% des voix avec une participation estimée à 50,10%. Alors, peut-on encore contester cette décision du Conseil constitutionnel et quelle image de la Côte d'Ivoire renvoie-t-elle aujourd'hui à l'international à travers ce scrutin? Quelles devraient être les priorités d'action du président réélu? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Docteur Traoré Dolazié, il est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Bonjour docteur. Merci Akissi. Merci d'être avec nous ce jour sur ce plateau spécial. Autant pour moi. Et avec vous, monsieur Landry Cuot, qui est juriste, également analyste politique. Bonjour monsieur Cuot. Bonjour Marthe. Merci d'être là aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous nous faites. Et ensemble, on va décrypter, analyser, comprendre donc ces résultats définitifs. On l'a vu tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a validé et a donné son verdict, on va dire, pour ce scrutin présidentiel. Le président Alassane Ouattara est réélu à 89,77% des voix. Donc, à la suite de ce scrutin présidentiel qui s'achève, comment évaluez-vous, Monsieur Cuot, tout le processus électoral? La Côte d'Ivoire est une démocratie représentative. À ce titre, il est sollicité des citoyens ayant qualité d'électeurs de procéder ou de participer au processus de désignation de ses représentants, et ce, à plusieurs niveaux. Nous avons donc démarré le cycle électoral avec la constitution du corps électoral qui, conformément aux dispositions pertinentes du code électoral, devrait être renouvelé. Et c'est bien ce qui s'est fait à ce niveau-là. Ayant donc eu le corps électoral, c'est-à-dire la collectivité des citoyens ayant la qualité d'électeurs, il a été appelé à candidature ceux de nôtres qui ont l'ambition de diriger la Côte d'Ivoire. Mais leurs prétentions ont été mises à l'épreuve des conditions d'éligibilité. Et le Conseil constitutionnel, qui est le juge de l'élection, qui contrôle autant la régularité du processus électoral, mais la sincérité du scrutin, a eu donc à dégager dans la masse des candidatures 5 personnalités et qui ont compétit. Celles-ci ont compétit dans un cadre qui est appelé le scrutin. Le scrutin, là, est le processus par lequel les citoyens sont convoqués à se rendre dans les lieux de vote et de pouvoir, à partir du bulletin, choisir celui des candidats qu'ils estiment être en capacité de diriger la Côte d'Ivoire. Après dépouillement, l'organisme chargé de l'organisation de l'élection, qui est la CEI, a proclamé les premiers résultats qu'on appelle des résultats provisoires. Il a transmis ces résultats-là au Conseil constitutionnel dans les délais requis, en prenant la peine d'informer les candidats que, conformément à la loi, ils avaient la possibilité de contester les résultats ou de pouvoir apporter des observations, donc faire des réclamations. Nous enregistrons qu'il n'a pas été formulé des requêtes. Le Conseil constitutionnel, donc saisi, s'est prononcé et a souligné que, dans la forme comme dans le fond, l'élection est régulière et les résultats qui en sont sortis sont sincères. Je ressens donc de la satisfaction en tant qu'Ivoirien de ce que nous sommes en capacité d'organiser une élection de telle envergure et que celle-ci se soit faite conformément à la loi. Élection régulière, vous l'avez dit, c'est ce que vous dites. Alors, docteur Traoré, quels enseignements peut-on tirer de ce scrutin présidentiel? Oui, comme vient de dire mon collègue Landry Cuot, on dirait vive la démocratie ivoirienne.
Et cette démocratie, elle est mature? Mature, ça dépend où est-ce qu'on place le curseur de la maturité. Mais toujours est-il qu'une élection qui se passe régulièrement, tel que vient de souligner Landry Couillot, et tout le processus, tout le déroulement du processus qui s'est passé sans quoi que si on pourrait dire, et qu'on arrive aujourd'hui à la proclamation de résultats, on pourrait dire vive la démocratie ivoirienne et que tout a été régulier. Donc on ne peut que se satisfaire pour cela. Et puis bon, la maturité, elle est constructive, elle n'est pas statique. On a seulement 65 ans d'indépendance, là où pour certains, pour avoir la maturité démocratique, il a fallu 200 ans environ. Bon, maintenant, dans le processus qu'a décrit Landry Couillot, essayons de revenir un peu, pour mieux comprendre la maturité. Pour le contemporain, essayons de nous arrêter en 1990. Vous voyez, de 90, les élections, vous savez dans quel contexte ça s'est passé. Voilà, 90, c'est une situation très complexe avec la maladie du président de la République. Après 95, on voyait les dénonciations avec une situation, je vais dire, houleuse, on pourrait dire. 2000, ça n'en parlons pas. Nous connaissons tous les conditions. Et surtout 2010. Là où il y avait vraiment deux candidats de taille, il y a eu 2 tours, nous savons les conséquences. Et nous sommes arrivés en 2015 où, du coup, le curseur s'est affaissé. C'était carrément une élection qui s'est passée dans des conditions idoines où, dans la paix, tout s'est bien passé. On a le saut dans l'inconnu de 2020, où il y a eu ce que nous savons, avec beaucoup de tribulations. Et là, nous arrivons à 2025, là où était annoncé, où il y avait pas mal de spéculations. Dieu merci, tout s'est bien passé, avec la maturité des Ivoiriens, telle que l'a situé, avec la maturité de toutes les structures qui ont organisé, qui ont joué pleinement, dans la plénitude, leurs attributions et leur rôle. Et nous arrivons aujourd'hui à la proclamation définitive des résultats. Donc on ne peut que saluer, à défaut de dire le bon Dieu, mais le peuple ivoirien. D'accord. Et justement, on remarque que le Conseil constitutionnel est le seul habilité à déclarer et à proclamer les résultats définitifs. Pourquoi cette exclusivité au niveau du Conseil constitutionnel et non la commission électorale? Qu'est-ce que la loi dit clairement? La commission électorale indépendante est l'organe de gestion des élections. Il est important de faire noter qu'en matière d'organisation des élections, la Côte d'Ivoire avait d'abord fait le choix d'un organisme gouvernemental, qui était le ministère de l'Intérieur. Jusqu'en 1995, avec la pression des partis politiques requérant un organisme détaché de l'État, puisque nous avons eu 33 ans de parti unique où l'administration publique se confondait avec les intérêts politiques, nous avons donc progressivement évolué vers un système mixte où le ministère de l'Intérieur demeurait l'organe principal auquel était adjoint un comité constitué des partis politiques et de la société civile. Jusqu'à ce que, avec les réformes constitutionnelles et électorales de 2000, nous fassions le choix d'un organe dit indépendant. Vous comprenez? Mais à côté de cet organe qui intervient dans le caractère opérationnel de l'organisation des élections, qui, elle, participe au renouvellement des instances dirigeantes de la Côte d'Ivoire, il est tout à fait bien indiqué et avisé qu'il y ait un juge des élections, c'est-à-dire une institution qui, de par sa qualité, de par son rang, est bien au-dessus de toute suspicion et qui a la capacité de pouvoir contrôler de manière pertinente les opérations participant à l'organisation de l'élection en vue d'en dégager 2 éléments. La régularité de l'opération et la sincérité des résultats qui en ressortent. Voici pourquoi nous avons ce Conseil constitutionnel. D'accord. Parlons justement de juge docteur Traoré. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut mesurer la neutralité du Conseil constitutionnel? Oui, et il ne s'agit pas d'avoir une quelconque suspicion sur la neutralité ou sur ce qu'on pourrait en dire en matière de l'intime conviction du juge s'exprime pour lire un résultat.
Et tel que vient de dire Landry Couillot, les résultats, les PV ont été transmis par la commission compétente dans l'organisation des résultats. Et une fois que cela est fait, c'est au vu de ces PV, à l'analyse de ces PV, que le juge constitutionnel se prononce. Je puisse dire que, s'il vous plaît, vous savez, en matière de justice, il y a eu toujours que lorsque la justice en votre faveur, elle est bonne. Lorsqu'elle est en votre défaveur, elle est mauvaise. Non. En matière constitutionnelle, il faut se lever au-delà de ces appréciations, qu'on pourrait dire en droit privé, en droit civil, ainsi de suite, où il y a des intérêts particuliers qui sont en jeu. Bon, on peut en discuter. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit du juge qui contrôle la sincérité, la régularité des opérations. Une fois que ceci est établi, il n'y a même pas de suspicion ou de prémonition sur quelconque, de doute sur la sincérité du juge. Et après la décision finale du Conseil constitutionnel... Mais c'est une décision, elle est définitive. Elle est définitive. La présidente Chantal Manaba Camara a bien dit, a commencé d'abord à lire sa décision en disant que ce jugement que je suis en train de rendre, c'est une décision définitive. Voilà, elle n'est pas commentée autrement. Monsieur Couillot, sur quel fondement donc le Conseil constitutionnel s'appuie pour valider ces résultats qui ont été déjà annoncés, on va dire, il y a une semaine par la Commission électorale? À titre provisoire. Oui, mais le Conseil constitutionnel, sur quel fondement exactement se base-t-il pour valider et donner son verdict final sur ces résultats? Dans une organisation, dans une république, les institutions sont créées, elles agissent sur le fondement des textes qui leur donnent existence. Le Conseil constitutionnel est une institution de la République de rang constitutionnel. En plus de ce texte suprême, il y a la loi organique, il y a les décrets subséquents. Donc c'est au regard des dispositions pertinentes qui lui fixent ses missions que le Conseil constitutionnel intervient dans le processus. Et dans ce processus, le droit ivoirien lui dit, tu interviens à l'achèvement, à la chute de ce processus-là, du fait de ta qualité, de la mission qui t'est confiée. Donc, d'un point de vue juridique, Madame Camara a donc dû intervenir aujourd'hui parce que la loi, parce que la Constitution le lui permet, et c'est là qu'on l'attendait, et c'est important de pouvoir le souligner. Autre chose, la question que vous avez posée concernant la neutralité du Conseil constitutionnel, elle résulte de son mécanisme de composition, n'est-ce pas? Parce que, justement, il va falloir qu'on soit instruit et édifié pleinement. Il est clair que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui, depuis sa création, qui participe à la désignation du texte ou au vote du texte, voudrait bien sûr que cet organe-là, n'est-ce pas, puisse être constitué par la désignation de deux types de personnes. Il y a les membres de droit, ce sont les anciens présidents de la République, de droit. Ils ont qualité à siéger au sein de cette institution, sauf pour eux d'y renoncer de manière expresse. Mais même quand ils veulent ils font la demande? Non, il n'y a pas de demande à faire. De droit, ça veut dire leur qualité d'ancien chef de l'État et président de la République leur donne la possibilité de venir siéger. Encore faut-il qu'ils manifestent l'intérêt, l'intention par information et non pas par autorisation. Et à côté, il y a des techniciens, des personnes qui, du fait de leur compétences en matière juridique ou en matière administrative, sont sollicités par la République, notamment le président de la République, afin de pouvoir animer cette institution-là. Lui, en qualité de président de la République, nomme le président du Conseil constitutionnel et 3 autres conseillers. Les 3 autres là qui là sont nommés par lui sous proposition du président de l'Assemblée nationale pour 2 conseillers et la présidente du Sénat pour 1 conseiller. Mais en tout état de cause, avant que de prendre fonction, la présidente du Conseil constitutionnel prête serment sur la Constitution. Elle ne fait pas vœu de loyauté au président de la République.
quand même, le président de la République, il faut le préciser, n'est que le représentant du peuple. Et il est important de dire que les autres conseillers aussi prêtent serment devant le président, la présidente du Conseil constitutionnel. Mais au-delà de tout ça, madame, toute personne qui exerce une fonction publique ou à titre privé est gouvernée par 3 éléments: l'éthique, la déontologie et la morale. Et pour ces personnes qui ont atteint ce niveau de responsabilité, il ne faut pas douter un seul instant qu'au-delà des textes de loi qui organisent et encadrent leur mécanisme de fonctionnement, celles-ci s'interrogent et éprouvent leurs décisions au regard de l'éthique, de la déontologie et de la morale. Et cela nous convainc de manifester une intime conviction quant à leur impartialité, quant à leur neutralité, mais à leur au sens de la République. Docteur Traoré, selon vous, quelle image la Côte d'Ivoire renvoie-t-elle à l'international avec ce scrutin président? Oui, je dirais l'international ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. Vous savez que ce que nous représentons, surtout que depuis que le président Alassane Ouattara a pris la gouverne de ce pays, et nous savons que la Côte d'Ivoire occupe une place vraiment très importante, un sur le plan économique et puis un peu sur l'échiquier international. Je me rappelle, on disait que la Côte d'Ivoire is back et que nous faisons notre retour dans le concert des nations, dans les organisations internationales. Et il y a une preuve factuelle, c'est qu'il y a eu environ 106 observateurs internationaux. C'est environ 106, je crois. Présidentiel. Voilà, 106 observateurs internationaux émanant de différentes organisations et différents pays. Et lorsque des observateurs internationaux interviennent, c'est qu'ils y voient de l'intérêt à s'y intéresser et à venir, avec tout ce qu'on peut annoncer, mais à venir vraiment se tremper dans le risque s'il y a risque, et se tremper dans la réalité et des élections. Et on a vu leurs conclusions. Leurs conclusions étaient tous unanimes que les élections se sont passées dans la régularité la plus sincère possible. Voilà. Donc, au vu de ça, l'implication de la communauté internationale, c'est le miroir même de la régularité des élections qui se sont passées de manière démocratique. D'accord. Et puis que jusqu'à peu du contraire, il faut voir la Côte d'Ivoire qui occupe, comme a dit mon collègue, c'est que quand on voit notre position de paix en ce moment, il serait souhaitable que chacun nous souhaite le meilleur. Et ce meilleur-là, le temps que la communauté internationale vienne nous le souhaiter, mais c'est à nous de construire. Et ce sont par les moyens de défense, les moyens de sécurité, et on peut dire Dieu merci. D'accord, je voudrais bien qu'on revienne sur le délai des recours. C'est vrai que je vous ramène un peu en arrière. Est-ce que vous pensez que c'est assez suffisant pour examiner, au cas où il y aurait des recours, par exemple, des candidats? Vous savez, nous avons des personnes qui ont de l'expérience. Voilà. Des magistrats qui, du fait de leur fonction, ont eu à pouvoir examiner plusieurs requêtes et pouvoir faire intervenir leur expertise en la matière. Oui, les délais jusqu'à présent n'ont pas été contestés, ni par les acteurs politiques, ni par la société civile, en tout cas de ce que je sais. Mais de votre analyse... De mon analyse, il n'y a pas de problème à cet effet. Il n'y a pas de problème. Vous savez, lorsque vous décidez de devenir président de la République, vous n'y allez pas de manière naïve. Vous y allez avec une équipe, des juristes. Vous y allez avec la capacité de pouvoir réagir à temps et de pouvoir constituer votre dossier dans les délais requis. Mais il ressort bien sûr de l'espèce qu'il n'y a pas eu de requête formulée. Ce qui nous a permis de gagner réellement en temps et permettre au Conseil constitutionnel, en toute sérénité, d'y aller. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi, madame? Si le Conseil constitutionnel a l'aisance de pouvoir prononcer de manière définitive des résultats et assurer le peuple de Côte d'Ivoire de leur sincérité, c'est parce qu'il y a une démarche qui est démocratique, offrant la possibilité aux candidats de pouvoir se prononcer, de pouvoir contester, de pouvoir réclamer et faire des observations à l'issue ou suite au transfert des résultats provisoires qui ont été prononcés par la CEI. Cela veut dire qu'ils ne sont pas exclus du processus. Bien au contraire. Il leur est donc permis,
au titre du droit à la défense, de pouvoir mener une sorte de débat contradictoire. Parce que s'il y avait eu une requête devant le Conseil constitutionnel, autant les requérants auraient donc formulé des conclusions que le candidat mis en cause aurait donc dû à réagir. Donc le processus, il est entièrement démocratique. Et c'est en cela que les résultats définitifs devraient obtenir de nous toute l'adhésion, toute l'implication de ce que nous le prenons en notre compte, parce que ce qui devait être fait au titre de la loi a été fait. Oui, il y a une compréhension simple qu'il faut faire. Si vous avez relevé, il y a un fait, il y a une précision technique qu'il faut faire. Juste après le transfert des PV de la CEI au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a fait un communiqué. Il a fait un communiqué en disant que toutes les parties qui sont intéressées, les candidats qui sont intéressés, les groupements qui sont intéressés, à partir de telle date, on doit nous faire transmettre leurs requêtes. Donc le temps est bien imparti, le temps est bien encadré par la Constitution. Donc sur ce plan, il n'y a même pas à contester. Et si ils avaient 5 jours, d'après le communiqué, si dans ces 5 jours, tel qu'elle vient de préciser dans sa conclusion aujourd'hui, il n'y a pas eu de manifestation de manifestation d'intérêt ni de requête. Donc c'est fort de cela qu'elle qui a 7 jours, elle a même anticipé les 7 jours, et le 5e jour, elle a proclamé les résultats. Et que se serait-il passé si le Conseil constitutionnel peut-être annulé ces résultats reçus de la Commission électorale indépendante? Que se serait-il passé? Oui, que se serait-il passé? Mais la loi permet, si elle annule les résultats, donc elle annonce l'organisation d'une autre élection, la date d'organisation d'une nouvelle élection. C'est aussi simple. Si vous permettez. Oui, M. Kyo. La question est importante. Pourquoi le Conseil constitutionnel aurait-il procédé à l'annulation du scrutin? Pourquoi? L'article 64 du Code électoral est clair, il tient en 2 alinéas. Dans le premier alinéa, il donne les conditions. Au titre des conditions, il parle d'irrégularité grave, de nature à entacher la régularité du scrutin et à modifier, changer les résultats dans leur ensemble. Voici les conditions. Et au titre de l'annulation, il va falloir dégager une nouvelle date. Et cette date-là, elle est prise en Conseil des ministres sous proposition de la Commission électorale indépendante. Nous n'avons pas ce cas de figure, bien heureusement. Donc la Côte d'Ivoire fonctionne, on continue avec un nouveau président élu qui est appelé à être investi dans les semaines à venir, notamment le 2e lundi du mois de décembre, conformément à l'article 58 alinéa 2 de la Constitution. D'accord, nous sommes dans la dernière partie de nos échanges. Docteur Traoré, comment vous voyez la cohésion sociale en ce moment avec ce scrutin présidentiel? Dire que nous sortons d'une élection et aujourd'hui nous avons eu les conclusions des résultats de cette élection. Mais je vais dire la perspective qui nous attend, le grand défi qui nous attend, c'est penser les plaies à un certain niveau. La cohésion sociale, elle s'impose dans toute société qui postule à la paix. La cohésion sociale nécessite le pardon. Tout à l'heure, vous avez dit que est-ce que nous avons atteint un certain degré de maturité? Effectivement, en matière de démocratie, il est très difficile d'estimer qu'on atteint la maturité à partir du moment où les résultats même nous disent qu'il n'y a pas eu vote dans environ 400 bureaux de vote. D'environ 400 bureaux de vote sur plus de 25 000 bureaux de vote. Alors, les 400 bureaux de vote, pourquoi il n'y a pas eu élection? C'est tellement il y a eu des faits. Où le cas le plus présent, c'est le cas de Naïo. S'il y a eu élection, dans quelles conditions il y a eu? Mais ce qui est sûr, il y a eu des victimes, il y a eu affrontement à Naïo. Donc, c'est là que nous devons comprendre. Au-delà même de la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. À partir du moment où nous sommes dans un système démocratique, l'entendement de la démocratie veut qu'on aille exprimer son intention.
on aille exprimer sa voix. Vous savez que, cette capacité d'aller voter, elle ne tombe pas du ciel, vient de très loin. Il y a eu des luttes épiques, des peuples même qui se sont sacrifiés pour en arriver à là. À tel enseigne que dans certains pays, le vote est obligatoire. Mais nous, on dit ici que le vote, il est libre. Mais sauf qu'on a la possibilité d'aller dire oui ou d'aller dire non. Est-ce que ça nécessite un affrontement? Est-ce que ça nécessite une bagarre? Non, c'est un peu une compréhension, je pourrais même dire, extriquée encore du processus démocratique. Donc, la cohésion sociale s'impose. Là où il y a eu, effectivement, là où il y a eu. Mais on pourrait dire, qu'on est une société en construction. La cohésion s'impose sur le plan national. Il faudrait qu'on explique à ceux qui n'ont pas compris le processus démocratique que non, qu'une élection, ce n'est pas fait pour la bagarre. Une élection, c'est un processus. On adhère au processus démocratique et à la fin, celui qui a gagné, on le félicite, tel que ça s'est passé. Les candidats qui étaient opposés au président Alassane Ouattara ont félicité le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les résultats ont été prononcés, les résultats officiels ont été prononcés par le Conseil constitutionnel. Vous allez voir que toute la soirée, jusqu'à encore 48 heures, il y aura des félicitations officielles de l'international qui vont venir. D'accord. Donc, cohésion sociale, ça s'impose là où il y a eu vraiment des victimes. Et puis bon, au niveau de la cohésion, il faut parler de solidarité, il faut parler d'union, il faut parler de paix, il faut parler de pardon. Monsieur Kyo, déjà, quelles devraient être les priorités d'action du président Alassane Ouattara qui a été réélu? Je peux vous assurer une chose, le président de la République élu n'a pas cessé de travailler, n'a pas cessé un seul instant, il ne s'est même pas mis en congé. Il est resté dans la dynamique d'une Côte d'Ivoire qui doit continuer de fonctionner en dépit des tentatives de l'empêcher de fonctionner. Et en termes de priorité, ce serait de pouvoir consolider notre système de sécurité et de défense, parce que c'est bien grâce à la solidité de ce système-là que, certes, il y a eu des dégâts, des grabuges, mais nous avons eu en nombre marginal. C'est important aussi de pouvoir le souligner. Là, le professionnalisme des forces de défense et de sécurité et leur capacité à pouvoir utiliser de manière pertinente les moyens démocratiques de maintien de l'ordre ont permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir ne pas basculer. Parce que très souvent, on oublie. Le président Ouattara était face à deux adversités. La première est démocratique et républicaine. Elle s'est exprimée, elle s'est fait valoir, elle s'est manifestée dans le processus électoral. Mais il y avait une autre. Elle était anarchique, dogmatique, de l'ordre de l'insurrection. Elle a donc participé à éprouver la cohésion sociale en appelant les Ivoiriens à manifester de manière extravagante une colère, même montée de toutes pièces. Des jeunes sont sortis parce qu'on leur demandait d'y aller. On leur demandait de poser des actes extrémistes. On leur demandait de brûler, de s'attaquer à des forces de l'ordre et de sécurité. Mais attendez, face à cette menace, la Côte d'Ivoire, d'abord, l'État ivoirien a réagi à la hauteur des moyens des missions qui sont laissées, mais les Ivoiriens aussi. Parce que lorsqu'on a multiplié les appels, combien d'Ivoiriens sont-ils descendus? Plusieurs sont restés chez eux, espérant, priant pour la paix. Est-ce qu'il y a des chiffres, plusieurs qui sont restés? Regardez le nombre de personnes descendues. Regardez les rues à Abidjan. On n'a pas eu des rues qui ont été envahies. Les Ivoiriens qui avaient plus peur sont restés chez eux à la maison parce que c'est leur droit. D'autres qui avaient beaucoup plus d'élan sont allés voter. Mais il est clair qu'ils refusent de s'inscrire dans la violence politique. Et si désormais le peuple de Côte d'Ivoire doit pouvoir régler ces différents politiques, c'est dans un processus électoral organisé par les institutions prévues par notre droit. D'accord. Vous parlez de sécurité. Docteur Traoré, on le sait bien, on parle de stabilité de la Côte d'Ivoire, mais en même temps, la Côte d'Ivoire a des voisins aussi qui connaissent pas mal de turbulences. Quel rôle pourrait jouer la Côte d'Ivoire à maintenir donc cette stabilité? Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire a été toujours un pays de paix et qui a toujours prôné la paix, et nous avons hérité de cette philosophie de la part de notre premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny. Je me rappelle encore, quand on lit les mémoires, quand on lit les livres, l'histoire dit que beaucoup de problèmes sous-régionaux se résolvaient en Côte d'Ivoire.
et que la Côte d'Ivoire était le centre, pour ne pas dire l'épicentre du règlement de tous ces contentieux et des conflits interrégionaux. Mais c'est ce que le président Alassane Ouattara a toujours fait, jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez, on occupe une place un peu exceptionnelle. Ce que nous appelons les sous-régionaux. Écoutez, nous avons un destin commun. Nous avons un destin commun avec eux. Prenons le cas du Burkina Faso. Eh bien, quand on estime le nombre de Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire, c'est, vous voyez, c'est à une proportion tout à fait, vraiment, très appréciable. Prenons le cas du Mali, c'est la même situation. Prenons le cas du Niger, c'est la même situation. Vous voyez, l'Ivoirien, déjà même à partir du berceau, même dans nos formations, on a toujours dit que l'Ivoirien devait prôner la paix, le pardon, la solidarité. Vous savez, le président Alassane a dit quelque chose au forum je crois que c'était en 2023, c'était lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali, après le Burkina. Il a dit une chose. Comment voulez-vous que je prenne des décisions de sanctions économiques contre mes meilleurs clients? Vous voyez bien, comment voulez-vous que je prenne, moi, le président Alassane Ouattara, que je prenne une décision de sanctions, notamment de sanctions économiques, y compris privation de toutes les fournitures, de toutes les fournitures matérielles, compris carburant, aliments et autres. Ce sont nos meilleurs clients. Et en matière économique, en matière commerciale, les meilleurs clients, on s'arrange à ne pas rentrer en conflit avec eux. Merci. Donc, nous ne sommes pas en conflit avec eux. Il est dans notre intérêt de ne pas être en conflit avec eux. Eux-mêmes, il est dans leur intérêt que la Côte d'Ivoire soit stable pour préserver la vie de leurs compatriotes, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous, Dr Traoré, Monsieur Kiyou. Merci à vous également. Nous sommes à la fin de cette édition spéciale consacrée aux résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel qui donne le verdict final et c'est sans recours. Le président Alassane Ouattara est réélu à 89,77% des voix. Merci de l'avoir suivi et surtout à 16h, Ça fait l'actualité portera donc son regard sur les perspectives après ces résultats qui sont annoncés. Très bonsoir chez vous.